Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition des Écailles. Ça, c'est 3e émission de fait avec masque dans figure nous. Nous portons masque là pour nous protéger tête nous, pour nous protéger monde qui est autour de nous. Moi, prends un vaccin Johnson & Johnson pendant mes vacances récemment aux États-Unis. Mais même si je prends un vaccin, j'ai une certaine immunité, une certaine couverture, moi, pas prends, moi, pas bail. Son comportement responsable. Nous croyons que tout le monde doit adopter, particulièrement dans mon côté. Nous avons des gens, nous connaissons, nous avons familles, amis, gens qui servent la société, qui tombaient en bas Covid-19. Hier soir, c'était le sénateur Roumer de la Grandance. Matin, mon levé, c'est le docteur Yolène Chirina, qui travaille dans la protection civile, qui fait toute ville observer la population. Et il y a l'autre monde, qu'on pas nécessairement connaît, mais qui est très aimé, qui est très cher aux familles, que virus là prend et provoque maladie grave et décès. Précaution, pas capon, mettez masque, distance sociale, lavez mains, évitez meilleur, pas seulement des pardons. Et pour gagner des signes, difficultés respiratoires, tout cesse, ou pas prendre sang, ou pas prendre goût, cherchez côté route au professionnel de santé, route l'hôpital, pour joindre assistance. Encore une fois, nécessaire pour nous commencer l'émission avec conseil ça. Dès que là, je dis, nous avons le plaisir et le privilège de nous recevoir un chercheur, une dans niveau ça que nous en Haïti, dans question sécurité et défense et spécialiste en relations internationales. C'est professeur James Boyer. Professeur Boyer, bonne nouvelle, comment est-ce? Eh bien, bonsoir Alphonse, merci pour l'invitation. On a bien. Nous bien content en gain dans émission ça. Nous pourrons rentrer avec vous dans dernier ouvrage aussi ou dans un livre en folie, le procès de l'insécurité, problème, méthode et stratégie sont qu'aucun ouvrage qui pose des problématiques insécurité dans toute aspérité, insécurité au pluriel, permettez-moi de souligner. Nous pourrons parler de ça avec le professeur. Ouvrage assez un essai. Il paraît chez les éditions Copie Vite, Action Sociale, 436 pages. C'est Mario André-Sol, ancien directeur général de la police, qui a préfacé lui. La sécurité, c'est on mesurette, nous avons dit ça. C'est le principal critère d'évaluation de la viabilité d'un État. Si l'État pas nous à un niveau lié, ça veut dire on bagaille. Et dans l'ouvrage là, qui t'offre, qui est très étoffé, ou aborder différents types d'insécurité, criminalité, les gangs, ou prend la gouvernance, les institutions en charge de la production de la sécurité, CSPN, la PNH, et on remonte tout à consulter des ouvrages et des travaux qui étaient faits notamment par la commission de Patrick Elie sur question de défense. On a estimé déjà en 2008 le travail était très intéressant parce qu'il était abordé problématique là de manière holistique dans toute aspérité. Et le chercheur Courrier rend hommage à travail ça, ou reproduire qui pour permettre de comprendre que vous ne partez pas de zéro. Travail où à te faire, ou entrer là-dedans, et ou très attentif également en termes de statistiques à présenter des statistiques sous différentes expressions d'insécurité publique, kidnapping, viol, assassinats, pour montrer que la société a les bons points de arriver là. Et, nous très sensible à ça, ou estimer que son travail va fait pour 10 décideurs, et main défaillance, et décideurs au pluriel, haïtiens et étrangers, et monde dans la société, et il faut apporter les correctifs et les solutions appropriées. Bon ensemble de chapitres, moi à noter, m'a rentré là-dedans pour interaction, mais, vous connaissez professeur à l'école, moi-même, son élève qui me considéré comme ça, je dis là, ou quoi est nécessaire pour nous commencer d'abord par permettre de présenter l'ouvrage là. Fais l'exercice là pour nous. Merci beaucoup, Alphonse. Évidemment, c'est un travail que nous faisons sous problématique de l'insécurité ou problématique de la sécurité pour nous adresser question de la faillite de la gouvernance sécurité en Haïti. Et nous faisons une étude plutôt empirique parce que nous sommes allés sur le terrain pour nous collecter des données et pour enregistrer des faits empiriques. Nous avons accompagné nous par un ensemble de jeunes chercheurs au niveau de l'UEH, tels que étudiants INAGE, étudiants faculté de droit de Port-au-Prince, etc. Donc, nous te mettons accent sur les facteurs et les mécanismes que nous pas retrouver dans l'étude ou bien dans travaux dominants sur la sécurité en Haïti. Et son ouvrage qui est divisé en 6 parties.
Première partie à nous adresser question pour nous essayer préserver le contenu académique du travail. C'est pour ça que nous titrons première partie et la sécurité en tant que savoir académique et autocratique dans le contexte haïtien et dans le contexte international. Ça permet de nous mettre en perspective un ensemble de discours sur la sécurité, des discours étrangers, des discours que nous joignons au niveau des institutions internationales telles que les Nations Unies ou le PNUD avec le concept de la sécurité humaine, des discours que nous retrouvons au sein de certaines écoles internationales de pensée et stratégique telles que l'école de Copenhague, telles que l'école de Francfort sur la sécurité, sur la pensée critique en matière de sécurité, l'OEA avec son concept de sécurité multidimensionnelle, et puis nous rentrer la caille nous pour nous évaluer justement les travaux antérieurs, leurs limites, et c'est pour ça que nous t'ai identifié effectivement le rapport ELI, le rapport de la commission ELI et le travail réalisé par les auteurs du livre blanc de la sécurité nationale et de la sécurité de la défense nationale au temps du gouvernement de Martelly. Donc, comme on dit, c'est un travail, son ouvrage qui a 6 parties là-dedans. Et pour deuxième partie, nous adresser la question de l'insécurité criminelle. Parce que si on a parlé de insécurité, on a parlé d'abord, dans le contexte haïtien, de l'aggravation des statistiques en matière de homicide et en matière de kidnapping notamment. On a adressé question ça là. Et deuxième partie ouvrage là. Et troisième partie ouvrage là, nous aborder question de l'insécurité non criminelle. Pourquoi l'insécurité non criminelle? Parce que, tant qu'on nous t'a dit dans la première partie, objectif nous, c'était renouveler le discours haïtien en matière de sécurité pour nous montrer que les enjeux de sécurité sont des enjeux multidimensionnels, que l'on n'est pas limité seulement à homicide, à kidnapping, à viol, etc. Ça englobait tout phénomène non illicite, d'abord, qui est capable et attenter au bien-être et à la vie des citoyens tels que l'insécurité routière, l'insécurité, les désastres naturels, l'insécurité alimentaire, la détention préventive et prolongée, qui c'est l'insécurité judiciaire, etc. Et puis, troisième partie, a justement nous parler des édifices, justement, de la faillite des édifices ou des établissements ou des structures de l'État qui ont la charge de la gestion de l'ordre et de la sécurité publique. Nous faisons un diagnostic sur l'ensemble de ces agences-là, telles que la PNH, la Secrétaire d'État à la sécurité publique et les forces armées haïtiennes et les services de renseignement haïtiens. Nous pas seulement adresser les problèmes, mais la particularité de l'ouvrage, c'est que lui proposer justement des stratégies crédibles pour rétablir justement la gouvernance institutionnelle de ces organismes-là, peut-être pour organismes capables de concourir, capable permettre pour une solution crédible et efficace dans la lutte contre cette insécurité. Et puis, l'autre partie de l'ouvrage là, côté, nous parler de la gouvernance politique, les déficits de la gouvernance politique, qui c'est une cause également de cette insécurité à travers des phénomènes de délégitimation de l'État, et à travers un autre phénomène de criminalisation de l'État. Et puis, pour nous terminer justement avec la 6e partie qui a adressé la question de la criminalité du monde des affaires. La criminalité d'affaires. Côté nous, ouais, que, il y a des secteurs, ou du moins des acteurs dans le monde des affaires qui ont trempé aussi dans le processus, dans les facteurs de risque et de sécurité en Haïti. Cybercriminalité également abordée. Oui, la question de la cybercriminalité que nous abordons dans le titre La criminalité 2.0 et la question du faux monnayage que nous abordons dans la deuxième partie qui concernait la sécurité criminelle après la question de la violence urbaine et de la prolifération des gangs. Merci pour la présentation ouvrage là. Et nous avons souligné que c'est Mario-André Sol qui préfacé l'ouvrage là, et Mario-André Sol soulignait que dans le livre là, et vous soulignez ça, ou poser problématique dans tout aspect, et
fait là de manière très académique pour que, de manière conceptuelle, nous maîtriser les concepts, faire des recherches pour montrer les travaux que tu fait et poser problème sous gouvernance. Et Mario-André Sol souligner qu'en termes de gouvernance, il y a des institutions que vous questionnez, notamment CSPN, au point que vous faites des recommandations pour la création d'un secrétariat technique et permanent au niveau du CSPN parce que vous estimez qu'en l'état, CSPN a deux handicaps. Expliquez. CSPN a plusieurs handicaps, effectivement. Premier handicap CSPN, c'est que il a été créé dans le cadre de la loi de 94 portant création et fonctionnement de la PNH. C'est à peine 2 articles qui adressaient question CSPN. Côté yo bali seulement des attributions pour les concevoir pour la politique et la stratégie de sécurité et l'orientation stratégique de la PNH. Mais sans yo pas de balle des outils pour les capables de réussir mission ça. Et donc, ce qui fait que le CSPN n'est composé que par des membres statutaires qui sont des membres, qui sont des acteurs politiques, tels que les ministres, Premier ministre, ministre intérieur, ministre de la Défense et le directeur général de l'institution. Par contre, pour capable de développer les stratégies et les bonnes pratiques à un haut niveau pour la PNH, pour orienter l'action de la PNH, il vous faut des conseillers stratégiques. Il vous faut des experts, par exemple. Eh bien, outils ça yo pas de temps dans le cadre de dispositions légales sur le CSPN. Donc, faut nous créer ça un secrétariat permanent, secrétariat technique composé par ces experts. Et en plus que ces spécialistes existent sur le terrain, soit parce que c'était des universitaires qui étudient, qui ont chance d'intégrer le Collège interaméricain de défense, dont la formation adresse surtout cette question de conseil stratégique pour les hautes autorités de l'État et les responsables des organisations internationales et régionales, et sans compter que vous capable et compter également sous service des anciens directeurs généraux, des anciens inspecteurs généraux et des anciens inspecteurs généraux en chef qui ont une capacité d'analyse stratégique. Parce que ce qui fait défaut dans cette gouvernance institutionnelle dans le champ de la sécurité en Haïti, c'est l'absence de réflexion stratégique. C'est l'absence de réflexion stratégique. Ce qui fait que nous pas capables jamais voir une solution à temps en avance, avant même l'émergence des problèmes. Non, vous jamais souligner la formation donnée aux policiers qui deviennent cadres et cadres intermédiaires. C'est un handicap qui fait qu'il n'y a pas qu'un processus de prise de décision stratégique là. Il n'y a pas formaté à la base pour ça. Et pour expliquer ça. Mais faut nous essayer de comprendre le mécanisme qui fait que nous avons parlé de déficit institutionnel. Et là, actuellement, il y a des inspecteurs généraux, ou des commissaires divisionnaires, ou des commissaires principaux qui constituent soit le commandement supérieur ou l'état-major de la PNH. C'est eux qui conduit l'institution. Qui a assuré? Eh bien, c'était des agents formés à l'école de police qui, à partir de certains temps, ils ont joué une grade de inspecteur. Yo joue grade, yo vinn commissaire, yo joue grade, yo vinn inspecteur général, mais yo grade ça sans formation appropriée. Ce qui fait que c'est seule institution côté que ou gen des membres de l'état-major qui n'ont pas suivi des cours d'état-major. Ou gen des membres des membres du commandement supérieur qui n'ont pas suivi des cours à l'école supérieure de police. D'accord? Qui pour justement outil ça, capacité de réflexion stratégique sur les questions de sécurité. Parce que la question de sécurité est tellement multidimensionnelle qu'il vous faut des analystes qui capables de réfléchir de manière holistique, dans tout aspect de manière holistique. Parce que c'est pas seulement question gang seulement, mais avant gang là émerger, il y a d'autres facteurs et il y a d'autres causes et mécanismes où tu es capable de prélever par exemple pour capable empêcher ou prévenir justement l'émergence de ces gangs. Est-ce que clairement c'est un plaidoyer pour que à côté de l'école de police qui forme les agents qui peuvent accéder ancienneté et compétences à des grades, mais ou quoi que pour les cadres supérieurs, il nous faut une académie de police Définitivement, et surtout que loi sur 94 a gondé défaut là-dedans, c'est que loi 94 et même la Constitution, les dispositions de la Constitution de 87
et qui ont prévu justement la création de la police nationale, gon défaut là-dedans parce que yo déjà limité les centres de formation à deux, l'école de police et l'académie de police comme deux institutions de police. D'accord? Alors qu'à côté de l'école et de l'académie, il nous faut des écoles supérieures et d'autres centres spécialisés en matière d'enseignement et pour le personnel policier. Parce que je veux dire, sécurité, c'est pas nécessairement revolver, fusil, c'est surtout ça c'est surtout ça c'est parce que nous t'es limité sécurité à l'usage, à l'exercice de la force brute qui fait que nous voyons résultat ça aujourd'hui parce que nous t'es arrêté le niveau. Par exemple, on parler de cadre supérieur, yo t'es arrêté le niveau agent qu'on était depuis 10 ans, depuis 20 ans, en tant que commissaire, en tant qu'inspecteur général. Donc, il y a le même niveau de réflexion avec même gang ça, vous comprenez? Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas capable de prendre le dessus sur ces gangs-là. Il vous faut un personnel ayant une capacité, un niveau d'analyse beaucoup plus élevé. Plus élevé. Donc, ça, un investissement pour qu'il y ait plus brain pour avec gang, avec bandits. Maintenant, le faire en Haïti, où se parler de formation qui va à des cadres supérieurs dans la police là, qui à Washington, il y a plusieurs et commissaires qui graduent et qui reçoivent un diplôme dans le cadre de ça. Mais si nous avons rapatrié une infrastructure comme ça au niveau local, est-ce que le personnel technique, le personnel humain destiné à cette formation existe? Oui, justement, parce qu'il y a plusieurs dizaines, pour ne pas dire que il y a au moins plus de 40 cadres au sein même de la PNH qui ont été formés depuis 6 ans. Depuis 6 ans, au Collège interaméricain de défense, avec un financement de l'ambassade du gouvernement américain. Donc, on peut compter sur Kadzao et on peut compter également sur d'autres universitaires qui, en dehors de la PNH, ont reçu cette même formation. Et sans oublier les anciens inspecteurs généraux, des anciens directeurs généraux qui capables utiles également dans cette structure de conseil stratégique. Est-ce que le relationnel, les crocs en jambes, les relations toxiques au sein de la police posent des problèmes? Oui, évidemment, parce que le plus souvent, on va parler de gouvernance, de déficit de la gouvernance sécuritaire. Il y a que c'est une incapacité du personnel policier à se mobiliser pour lutter contre la sécurité, pour lutter contre les gangs. Alors, au fond, avant de nous parler de la mobilisation physique du personnel policier, il faut nous parler de la mobilisation mentale du personnel policier. Il y a un problème de mobilisation physique pour lutter contre les gangs parce qu'il y a un souci de mobilisation mentale. Et le problème de la mobilisation mentale est lié à un ensemble de crises qui traversent depuis quelques années l'institution policière. Et nous identifier 4 justement dans la recherche non. Et c'est vrai que le plus souvent, on va parler de crise au sein de la PNH, il y aurait les mouvements de SPNH et les mouvements Fantôme 509 que nous qualifions dans le livre là de crise d'émancipation. Mais il n'y a pas que ces crises d'émancipation. Il y a également une crise de succession, il y a une crise d'autorité, il y a une crise de confiance. Donc, il y a 4 crises. Et pour rétablir la gouvernance institutionnelle, pour permettre d'ouvrir un résultat dans la gouvernance sécuritaire, eh bien, justement, il faut résoudre les crises et me proposer des solutions, également des pistes de solutions pour résoudre l'ensemble de ces crises. Mais pour qui ça me commence par la gouvernance là avant? Nous identifions le problème, non. Nous disons, nous mesurons l'État, viabilitons l'État par rapport à la capacité pour l'assurer la sécurité et nous vivre les problèmes criants de l'insécurité, la prolifération des gangs, armement, nuisible à la société. Donc, au niveau de la gouvernance aujourd'hui, ce travail-là est fait avec un certain courage, il faut le dire, et ou destiné à la société haïtienne, parce que c'est un travail patriotique, ou destiné le tout aux décideurs publics et aux partenaires internationaux. C'est ça. Ma première cible, c'est les décideurs politiques. C'est eux-mêmes qui gagnent responsabilité de la politique de sécurité et pour assurer justement la sécurité au profit de la population. C'est le premier ciblé d'abord. Et les citoyens sont concernés puisque les citoyens, moi je les considère comme les objets référents de la sécurité, donc ils sont concernés également par les écrits, par ces écrits-là. Mais faut me expliquer que à l'origine, l'idée de la rédaction de l'ouvrage, c'était d'abord d'offrir
à la nation et à l'État haïtien des outils pour reprendre la main sur la crise de sécurité pour éviter justement que le pays a exposé à des menaces d'intervention étrangères, mais des menaces d'intervention nocives. D'accord? Parce que pas oublier que un principe international qui est établi depuis les années 2000 ou 2004 et sous l'égide et avec le militantisme du gouvernement canadien que il a adopté au sein des Nations Unies, c'est le fameux principe responsibility to protect, le fameux R2P. Donc qui fait que à chaque fois que un pays pas une volonté ou pas une capacité pour protéger la population, eh bien, des acteurs de la communauté internationale peuvent intervenir pour se substituer à l'État. Et les acteurs internationaux ils vont intervenir avec leurs propres intérêts et cachés derrière. Donc, c'est pour cela également que... Maintenant, on dit dans l'ouvrage là que nous ne pouvons pas produire. Nous ne pouvions pas conduire ce procès sur l'insécurité sans penser à assigner devant le tribunal de l'histoire les membres du secteur privé des affaires qui utilisent des troubles et l'instabilité politique comme arme de dissuasion ou de déstabilisation afin de maintenir le statu quo économique et commercial. La 6e et dernière partie de l'ouvrage intitulée Criminalité d'affaires tente justement d'adresser ça. Et là, nous prenons problème, nous prenons gouvernance, là, on fait des recommandations claires, et là, nous allons évoquer stratégie tout à l'heure, mais là, dans le problème, gagner des producteurs de l'insécurité que nous nommons directement. Que nous relais la main visible ou la main de l'ombre de l'insécurité. Qui utilisaient les gangs comme des industries de sous-traitance de cette violence criminelle à des fins politiques. Pour qui ça? Parce que la recherche nous fait sur les causes et déterminantes de cette aggravation de l'insécurité. Nous devons identifier des acteurs qui n'étaient pas connus avant, des acteurs du monde des affaires. D'ailleurs, ouais, me rappelle que il y a des anecdotes que moi avancé dans l'ouvrage là. Et côté moi dit que t'es une réunion en 2015 à la veille des élections. Côté que il y a des acteurs du patronat qui étaient réunis dans l'hôtel, puis ils sélectionné des députés ou des sénateurs pour être capables de financer l'élection. Et puis il y a un grand patron qui ciblait au monde que nous connaissons, que nous avons plus de respect pour lui, même ici, qui c'est le député Le Vaillant Louis Jeune. Et puis après que l'autre grand patron qui dit non, nous ne sommes pas capables de prendre Le Vaillant Louis Jeune, parce que si nous finançons Le Vaillant Louis Jeune, il devient sénateur de l'Artibonite, eh bien, monsieur pourrait adopter des lois qui sont capables de remettre en question tout intérêt économique nous en Haïti. Préférer que nous financions un homme comme Grassa Delva, qui est capable d'adopter n'importe quelle loi que nous-mêmes nous disons adopter. Donc, c'est pour me dire qui intérêt ce secteur mafieux au sein du patronat. Il faut préciser que c'est pas l'ensemble. Certains, ils ont intérêt l'instabilité politique pays parce que l'insécurité c'est également une affaire de gros sous. D'accord? Vente d'armes, de munitions, déstabilisation. Tout à fait. Et ils ont instrumentalisé le pouvoir de contrôle que le Parlement a gagné sous pouvoir exécutif là, puis utiliser, puis gagner ça aurait un pouvoir de nuisance sur l'État, sur le fonctionnement de l'État. Et ça, nous arrivons à un point qui est très grave en termes de pourrissement de la situation. Mais c'est ça, parce que depuis 3 ans où elle est, par exemple, certains jeunes qui parlent de la nécessité d'anéantir ce système politique ou ce système social au profit de nouveaux systèmes. Il n'y a pas compte de qui ça y a parlé, parce que les gens disent, ah oui, système n'est pas bon, oui, système n'est pas bon, mais ça y a pas connaît les mécanismes de ce système. Eh bien, m'identifier justement dans l'ouvrage les mécanismes de ce système. Eh bien, ces mécanismes, ça y est, que yo utilisé comme levier, puis yo perpétuer le système, et perpétuer propre intérêt par eux, ça me le statu quo économique ou commercial. Donc, l'insécurité criminelle que nous vivons là, qui corollaire à type d'organisation, ça, li corollaire à type de l'État gagnant parce que nous avons l'État patrimonialiste. Nous avons l'État patrimonialiste, côté que moun qui soit qui dans l'État ou soit qui dans
qui dans le secteur des affaires là, ils veulent contrôler l'État, puis ils sous l'État pour ils profiter des rentes que l'État a offert. Donc, c'est des avantages immédiats et Mounio a défendre seulement des intérêts immédiats et des fois, intérêts immédiats, ça yo aller à l'encontre de grands projets de développement que l'État lui-même bat tête li. Au point que m'expliquer dans l'ouvrage là, il y a un mécanisme qui est utilisé puis contrôler le pouvoir exécutif là à travers ce que j'appelle les députés, les sénateurs qui sont considérés comme étant les hommes de paille de cette bourgeoisie mafieuse, c'est que yo capable influencer le pouvoir exécutif là par des actes, parce que yo menacé de pour utiliser les outils qui sont les gangs par exemple, les outils qui sont la déstabilisation, l'instabilité politique. Au point que, des fois, l'État compte même accepter, aligner budget national sous besoin par eux. Alors, où est le problème dans côté arrivé, c'est que l'on pays, côté budget national on connaît budget, son document qui est divisé en deux parties, il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Mais ça qui intéresse nous, c'est le budget investissement. Parce que c'est le budget investissement où l'État connaît qui côté le sortir, qui côté le voulait aller, qui investissement l'a fait à moyen terme et à long terme. Eh bien, ou gon patron, lui-même li doit dire moi-même gon paquet grand équipement véhicule là qui pas vendre. Eh bien mais ça va faire budget là considéré qu'on gon rubrique de dépenses qui c'est achat d'équipement. Mais peut-être que l'État a l'autre projet de développement, l'autre projet d'investissement, mais il faut forcer l'État pour rentrer rubrique ça en dedans. Donc ce qui fait que c'est le budget national qui s'aligne sur les intérêts des commerçants ou de certains commerçants. Voilà, donc c'est des intérêts particuliers qui servent. Il y a servi intérêts particuliers. Nous ne parlons pas tout à l'heure des gangs parce que ou des clés pour nous comprendre l'organisation, pour nous même comprendre le fonctionnement et en tant qu'individu dans le corps social là. Mais ou insister sur ce que Fridjan t'a dit, la captation de l'État côté la préservation de l'intérêt collectif et de l'intérêt commun vient secondaire. C'est la même dynamique, tout à fait. Justement. Donc, maintenant, comment déconstruire ça? D'abord, est-ce qu'on croit que identifier le mécanisme de ce système de aujourd'hui là, qu'à permettre une déconstruction souhaitée? Oui, justement, nous faisons les deux au sein de l'ouvrage. Nous identifier, nous établir diagnostic là, nous identifier facteurs et mécanismes, et puis nous proposer des pistes de solutions pour déconstruire justement ce que j'ai appelé le rapport de domination du patronat sur le Parlement. Parce que c'est à travers le Parlement que toute bagaille ça a rejoué. Et c'est pour ça que, après que, moi fais référence à un ouvrage que j'ai publié depuis 2012, le Manifeste de la République pour une reconstruction politique et institutionnelle de l'État. J'étais le premier à venir avec la question de la réforme de la Constitution par voie référendaire. J'étais le premier c'est-à-dire que l'argumentaire qui est utilisé aujourd'hui a été puisé dans le manifeste de la République, l'ensemble de l'argumentaire, et même noté page ouvrage là que certains secteurs en faveur, évidemment, m'pa fait écho à la réforme, à ce processus-là, puisque de toute manière, proposition blanche est antérieure à ça. Peut-être que tu as souhaité le faire autrement tout, parce que Constitution, Gonjan, li encadrer ça. Mais avant d'aller rentrer dans clé, ça me les clés pour nous comprendre gang fonctionnement, organisation et même la psychologie qu'il y a derrière. Si du côté de ceux qui sont en position d'autorité, en position de pouvoir ou en position d'influencer le pouvoir, nous gagnons des dérives et des pratiques criminelles qui poursuivent des gains et des intérêts économiques que des groupes aient gagnés. Mais en face, de l'autre côté, ou garder tout un discours de violence qui générateur d'insécurité et où arrive tout sur des mondes qui ont micro dans les mains qui fait pour me citer les journaleux du terrorisme publicitaire. Tu as fait du terrorisme publicitaire. Expliquez-moi ça. Discours les yo versé dans un discours de violence. Yo bail espace micro yo et médias ou bien réseaux sociaux yo à des chefs de gang pour développer rhétorique de guerre yo. Rhétorique et de crime yo.
Eh bien, c'est de la publicité, c'est du terrorisme publicitaire. Tout simplement parce que monsieur Sayo, journaliste Sayo, il a cherché fait buzz. Il a cherché fait buzz, eh bien, il a constitué un acteur dominant dans cette faillite de la gouvernance et sécuritaire du pays. Donc, il y a pour beaucoup tout, parce que c'est eux-mêmes qui légitimaient l'entête chef de gang Sayo et l'activisme des gangs. Donc, c'est pour ça que, après que gang yo aussi arrogant. Il y a deux phénomènes qui ont expliqué l'arrogance de ces gangs. Parce que les gangs ont toujours existé. C'est vrai qu'on a identifié 191 gangs. Et la cartographie détaillée, nous allons rentrer dans la cartographie. Oui, 23 seulement à Port-au-Prince. Mais les gangs ont toujours existé. Pour ça, je dis à nous identifier, parce que je dis à ils viennent plus actifs, ils viennent plus menaçants. Mais avant, ils étaient toujours existé, ils étaient toujours versés dans des pratiques criminelles, mais ils étaient toujours été dans l'ombre. Parce que ils connaissent que ça va faire pas aucune légitimité. Mais ils connaissent que ça va faire gain légitimité parce que il y a des médias ou des médias traditionnels ou de nouveaux médias qui acceptaient faire écho à ça va faire qui portait discours de violence ça discours de crime ça sur auprès de l'opinion publique nationale. Et au mot utilisé là, c'est un discours qui tend à légitimer ces individus. Maintenant, est-ce que professeur à l'université a dit, catégorie de monde qui dans l'initiative ça que l'information véhicule les attitudes et des comportements? Définitivement, parce que... Et, pardonnez-moi, on a des secondes, il véhicule des attitudes et des comportements. Quelque part, vous créez un statut pour le criminel qui se voit acteur. Et quand on regarde la scénographie de certaines mises en scène, drapeaux, discours, etc. Ou senti transformation. Et glissement, et une politique, tout. Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. C'est pour ça que, et, il y a des gens qui étaient mal compris l'intervention que j'ai fait à l'époque. À l'époque, c'était le premier ministre Lapin, quand il était dit qu'il était parlé de guérilla urbaine pour qualifier les gangs. Moi, je me dit non, nous ne pouvons pas parler de guérilla urbaine dans ce contexte-là. Mais il y a des gens qui mal interprété, ça me dit. Alors que ça me devait dire, c'est dans mon souci de protéger l'État encore que me dit que il y a deux mots que l'État n'est pas supposé utiliser. Parce que si l'État lui-même qui place pour réprimer gang en tant que gang, l'État n'a pas capable un statut de guérilla. Parce que la guérilla n'est pas une organisation criminelle comme les autres. La guérilla a avant tout des objectifs politiques. Une revendication politique. Donc, l'objectif politique légitime est la guérilla au plan national comme au plan international. D'accord? Alors que les gangs, ils ont un seul objectif, c'est objectif de gain économique illicite. Vous comprenez? Alors que pour résoudre le problème guérilla, des fois, si l'État n'a pas une capacité, c'est légitimement que l'État a négocié. Il négocie, il dit, eh bien, m'a bail tel tant poste, tant siège dans le Parlement à telle organisation, telle guérilla, tant poste ministériel à telle organisation de guérilla. Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans ça? Donc, il y a également le discours qui sont performatifs. Donc, c'est pour ça que... D'où le secrétariat technique va parler là, pour que les éléments de langage soient analysés. Justement, les éléments de langage. Ou après, il y a une école de pensée en matière d'études de sécurité que m'évoquez souvent là, c'est l'école de Copenhague, qui allait plus loin pour dire que la sécurité est d'abord un acte de langage. Parce que sur les sécurités, où on saurait les menaces de sécurité, il n'est pas forcément réel, des menaces réelles, il est capable des menaces fabriquées, saurait des menaces perceptuelles. Donc, l'acte de langage également permet à créer de nouveaux comportements et de nouveaux schèmes de pensée. Donc, il faut des éléments de langage adaptés à telle ou telle réalité. D'où nécessité le secrétariat technique qu'on peut évoquer. Définitivement. Maintenant, nous allons arriver dans gang, oui. L'ouvrage qui évoquait de manière holistique la problématique de l'insécurité avec pluriel, qui a une approche, holistique, qui prend problématique là dans toute aspérité li. Et justement, pendant qu'on parle là, on voit l'imbrication, l'interconnexion de opérateurs dans la production de l'insécurité. Et on peut aller jusqu'à voir aussi comment, par exemple, par rapport au kidnapping, ou partager des statistiques, comment le produit des kidnappings peuvent être blanchis via un écosystème qui vient à donner les moyens de le faire et de perpétuer des pratiques criminelles.
c'est dans le niveau, ça nous arrive tout, professeur Boya. Définitivement, parce que là, ça remet en question la gouvernance démocratique du pays. Dans la gouvernance démocratique, on voit pas seulement l'action du gouvernement, on voit également l'action de l'opposition, l'action des acteurs de la société civile. C'est l'ensemble qui compose justement cette gouvernance démocratique. La nature de la gouvernance politique d'un pays dépend de tous ces acteurs-là. C'est pour ça, après, on partit dans l'ouvrage-là, côté, identifié comme facteur favorable à cette instabilité politique, à cette insécurité, ce nivellement par le bas qui est réalisé dans le processus de renouvellement de la classe politique haïtienne depuis quelques années. Parce que ce à quoi on assiste depuis quelques années, qui nous sannerait les phénomènes que nous voyons, que en pile monde parlait de criminalisation de l'appareil d'État, mais c'est à travers 3 phases. C'est à travers 3 périodes. Première période là, eh bien, nous capables et limiter période, en fait, première phase ça, et à partir de, par exemple, des années 90 jusque dans les années de 2006, c'est la phase où il y a la pénétration de l'argent sale au sein de l'appareil d'État, notamment de l'argent de la drogue. Côté que des barons de drogue haïtiens, de narcotrafiquants haïtiens, yo à la recherche de la protection contre des poursuites policières ou contre des poursuites judiciaires, eh bien, ils ont essayé de corrompre des éléments clés de l'appareil d'État, soit des élus, mais c'est souvent des responsables de l'appareil administratif, tels que des directeurs généraux de la police et des juges. Là, c'était première phase de criminalisation de l'appareil d'État avec la pénétration de l'argent sale au sein de l'appareil d'État. Deuxième phase, nous passons dans la deuxième phase à partir de 2006. Et peut-être que son phase qui datait sur une dizaine d'années, avec l'accession, cette fois, à des postes de responsabilité par des gens ayant des antécédents douteux. Des gens que, dans la commune, dans le département, ils étaient considérés comme étant peut-être que... Des bandits. Bon, pas forcément des bandits dans le sens actuel, mais des gens qui étaient impliqués peut-être dans le commerce de la drogue, dans la contrebande, d'accord, dans la haute criminalité. Des criminels. D'accord, c'est ça. Donc, c'est eux-mêmes qui rentraient dans l'État, notamment, ils ont passé à travers le Parlement. Ils ont élu comme député, ils ont élu comme sénateur. Et puis, après, nous allons passer dans la troisième phase là. Et troisième phase là, c'est qui s'allie? Eh bien, c'est l'interconnexion. C'est phase à laquelle on assiste actuellement. C'est l'interconnexion directe et intime entre des acteurs clés de l'appareil politico-administratif de l'État et certains gangs qui prennent la fédération G9. Maintenant, les gangs, ou bien des clés, professeur James Boya, on a rappelé que on a parlé avec le professeur James Boya, qui signe un coquin ouvrage là, nous recommandé que nous achetons, que nous lisons, pour faire politique, qu'on a une université, qu'on a une inspiration, et pour faire politique, l'île, et même si on ne peut pas faire politique tout, sous son intellectuel, l'île pour comprendre la problématique, le procès de l'insécurité, problème, méthode et stratégie, ou bien justement des clés pour nous comprendre gang sous base, il fait des regroupements identitaires, il y a le complexe de virilité, il y a la mafia protectrice, et il y a d'autres mafias également, la mafia perceptrice, la mafia prédatrice. Aidez-nous à entrer dans le concept pour nous comprendre l'organisation ça, qui c'est bras armés ou bien qui c'est des leviers au service de gens puissants qui défendent des intérêts politiques et commerciaux, et finalement, en termes de sécurité publique, qui ont expression, c'est la mort, c'est kidnapping, c'est sang, c'est qualité de la vie qui est réelle là-dedans toute journée. Expliquez, vous comprenez le concept. Comme vous expliqué, c'est que finalité ouvrage là, c'était proposer des mesures capables d'assurer un retour durable de la sécurité. Et bien, pour nous assurer un retour durable de la sécurité ou une gouvernance sécuritaire efficace, il faut nous capables d'identifier les vrais facteurs, les vraies causes. C'est pour ça que m'essayer identifier, ramener des facteurs qui sont des facteurs inédits à travers les mécanismes de fonctionnement de ces gangs, parce que ça n'est pas les gangs, il n'y a pas de gangs. C'était tout simplement des regroupements identitaires. Gangs ont une trajectoire que vous suivez, une trajectoire sociale ou sociologique que vous suivez. C'était des regroupements
identitaire de jeunes dans certains quartiers défavorisés parce que quartiers sont caractérisés par une absence d'infrastructures sociales et de l'État, de services publics. Quartiers jeunes ça a été caractérisés par le chômage et le manque de la sous-scolarisation, etc. Donc, ils viennent développer des sentiments identitaires, d'accord, mais vis-à-vis de l'autorité ou des autorités, pas seulement de l'autorité étatique, mais de toutes les formes d'autorité. Ils ont constitué base, c'est ce qu'on appelle les bases de quartier. À l'origine, première phase, c'est que base de quartier a constitué, ça aurait une mafia protectrice. Jusque-là, c'est pas une mauvaise chose. La mafia protectrice, c'est que ces jeunes de quartier, eh bien, c'est eux-mêmes qui, le plus souvent, ils regroupé en comité de vigilance, puis ils protéger quartier contre des ingrédos, des bandits venant de l'extérieur, d'accord, qui est capable de menacer les résidents quartier. Et comme c'est une mafia protectrice, on pourrait que le fait que quartier ça est défavorisé, eh bien, pas de l'eau potable dans zone, c'est eux qui connaissent mettre tête ensemble et puis ils fait l'eau potable venir. Ils viennent avec camion de l'eau. C'est eux qui connaissent résidents dans zone courant électrique parce que ils connaissent qui gagne courage puis ils capable et mettre une série de résidents sous des circuits de l'EDH. Donc ils te rendent une série de services publics. C'est la mafia protectrice. Après cette phase de mafia protectrice, ils passé à une autre phase parce que ils viennent conscients de force au sein de cette communauté, et ils passé à une deuxième phase qui est la mafia perceptrice. Ça veut dire c'est le racket. Et bien service apprennent qu'on y a voulu pour toucher pour faire ressources. Donc ils ont inventé un régime de taxes au niveau des populations locales. Taxes d'habitation, taxes de passage, taxes de commerce pour les gens qui font commerce, taxes d'activité professionnelle pour les gens qui ont d'autres activités professionnelles. Taxe pour nous jouer une balle pour nous gagner, pour nous protéger. On invente beaucoup de choses. Et évidemment, il y a des candidats le plus souvent qui rentrent dans l'enjeu ça tout pour légitimer pratique de mafia perceptrice ça parce que dans le contexte de campagne électorale, eh bien candidats ça ils ont accepté payer puis ils ont accès à l'électorat de la zone. Donc ou rentrer dans tête monsieur parce que souvent on a dit mais je ne comprends pas comment des jeunes de la même extraction sociale qui vivent les mêmes précarités, ou pas même ouais, frontières qui séparent Cogdo et Cité et plus, ou bien Cité et l'Éternel, et pour vous tendre des jeunes, il y en a tout et l'autre, mais avec une animosité enragée, et pour vous, même on dit, il y a le complexe de virilité qu'il faut analyser pour comprendre ce comportement. C'est ça, parce que, pas oublier que, c'est pas étonnant que base ou bien gang ça constitué par des éléments extrêmement jeunes, qui développaient des dynamiques cognitives en raison de leur jeune âge. D'où le complexe de virilité ou encore le complexe de la performance ou le complexe du mal, qui fait que jeunes toujours envie... Du mal à la femme. Par opposition à la femme. À la femme, oui. C'est dire que ils toujours voulu puis challenger l'autre jeune pareil, puis délimiter territoire. C'est le mal alpha. Mais justement, c'est cette dynamique-là qui crée le premier conflit de base, le conflit primaire entre les différents quartiers. Et conflit ça, qu'on alimenté par des détails tels que membre telle base, t'es filé, seuil ou non l'autre base. Et puis, au du moins, c'est telle base, équipe telle base, t'es calé, et une équipe qui sortit dans tel quartier. Et puis, c'est des éléments ce sont des détails-là, au début, qui vont alimenter cette animosité, qui vont se transformer au fur et à mesure. Un conflit est sanglant et meurtrier. Et puis, on passe à la dernière phase-là, qui c'est la mafia prédatrice. C'est ça, ce à quoi on assiste là. La mafia prédatrice, et une raison qui fait que vous transformez en mafia prédatrice. Et là, à cause des facteurs politiques qui interagissent sur ces bases. Et maintenant, là où on a parlé des gangs, on parlé de Genève en famille et alliés, on constitue une fédération qui constitue un ensemble de gangs qui partagent un espace territorial à l'entrée sud de la capitale jusqu'à la sortie nord, qui représente plus de la moitié de l'électorat de tout le département de l'Ouest. On a souligné ce partenariat de nécessité qu'il y a entre des individus qui veulent accéder au pouvoir et des criminels. Donc il faut toujours voir cet objectif qu'est mainmise.
Oui, sous tout à l'État. fait, parce que plus de 60% de l'espace urbain de la zone de l'aire métropolitaine est constitué justement par ces bidonvilles et ces quartiers défavorisés contrôlés par ces bases. Donc, il y a un intérêt électoral également dans cette dynamique-là. Un bassin de population. Maintenant, il y a la carte de répartition, de répartition pardon, des gangs dans le département de l'Ouest, et 92 gangs, et la cartographie est dans l'ouvrage. Et gagné Cité Soleil, il y a 3 gangs, Delma 2, 9, et Port-au-Prince 23, et gagné, m'daka dit, des tableaux qui partageaient avec carte là, et qui montraient, m'daka dit, l'importance de ce travail là, et il y a des gangs avec non gangs non moun qui a appelé et dirigé yo, etc. Gang Tibois, Martissan, et Villager et de Dieu, Carrefour Feuille, et d'autre côté, Canaan, également, et cartographie, elle permet de comprendre aussi les enjeux en termes spatial. En termes de conflit de territoire. Conflit de territoire et toujours, ouais, exercice de légitimation de monde qui pral vini et des positions d'autorité et possibilité d'interférence et de même mise sur l'autorité ça. Donc, c'est pour montrer que ça, on apprend là, nous prenons sécurité pour nous, j'en lis transversal. Maintenant, professeur et Boyard, gagné et l'autre aspect où aborder dans le livre là, à côté de l'analyse sur gouvernance et différents problèmes, le constat et le déficit et de la PNH, et il y a aussi la culture et stratégique qui l'absence de culture stratégique. De culture stratégique. Bref, beaucoup d'informations dans l'ouvrage là. Maintenant, quitter un gros parti là-dedans pour nous à le découvrir et pour nous acheter. Ou fait diagnostic là sans concession. Est-ce que quelque part le chercheur que vous êtes est ou convaincu que il faut avoir la probité morale et intellectuelle quand on fait un travail de cette dimension par rapport à la dimension du péril que nous avons là? Et moi j'avais le choix. Le premier choix c'était de ne pas m'investir dans ce domaine-là. De ne pas m'investir et puis pour m'accepter et subir, écoutez, effet cognitif que problématique ça, qu'a gagné sous moi et sous famille et sous pays. Et le plus souvent, c'est pas moi, mais famille, moi, ouais, c'est pays, moi, ouais, avant tout. Et moi, pays, par rapport à d'autres pays qui étaient dans le même niveau avec nous et puis qui n'ont pas avancé. Par exemple, la République dominicaine, la Jamaïque, etc. Et puis, ces deuxième alternative-là, me choisis. Deuxième alternative-là, c'est aborder et de plein fouet cette problématique, mais tout en respectant certaines éthiques. Première éthique là, c'est l'éthique académique. Côté que, il y a plein de monde qui doit écrire sur insécurité, mais qui profitait pour régler des comptes avec des secteurs ou avec des acteurs. Moi, éviter ça, parce que moi, je voulais faire un travail qui gagne au niveau essentiellement académique. Mais font un travail tout qui est très objectif. Très objectif veut dire que moi-même, je dois subir ça ou un effet d'influence au niveau de cette lutte politique. Côté moi plus aligné ma droite ou bien plus aligné ma gauche dans le cadre du travail. M'ont pas senti ça parce que j'avais un souci d'objectivité. Quand j'ai identifié les principales mains de l'ombre de l'insécurité, eh bien ces principales mains yo émané de tous les secteurs. Est-ce que tu es capable de traiter un secteur sans me pas traiter l'autre? M't'a manqué objectivité et m't'a manqué sous authenticité et capacité, stratégie, solution proposée pour le deviner par résultat si vous avez appliqué. Bonne actualité ouvrage là, nous connaissons là livre en folie, ou Psyniani. Et combien de la vendre et à côté de livre en folie dans la librairie, combien de la vendre? Déjà en librairie, c'est 3000 gouttes en librairie. Mais comme on connaît que livre en folie lui-même, il y a 40% de rabais traditionnel, si nous retirons 40%, bon, on pensait que c'est à 1200 que on peut acheter à livre en folie. De 31 mai à 13 juin prochain. Livre ça dédié à Safir Kadhafi, en paquet policier. Oui, évidemment, et on est capable de profiter pour en mémoire à M. Sayo. Ça touche moi parce que c'est des gens que je connais personnellement, notamment Safir Kadhafi, l'inspecteur Safir Kadhafi, soit assassiné par balle en septembre 2020. Un policier Stanley Eugène, Ariel Poulard, Georges Renoir, Georges Juvender, Alexis Whistler,
des illustres, c'est Luc Dor Pierre, tué par gang de Village de Opération Vendredi 12 là. Et dans l'ouvrage, on souligné l'importance du renseignement. On parlait de Annie, de l'infrastructure qui doit exister. Nous pas aborder ça dans l'interview, et même dans un petit mot sous ça avant de faire mener. Et c'est l'illustration de défaillance qu'il y a en termes de renseignement et l'organisation des structures de renseignement ou estimées pas suffisamment décentralisées, d'où un déficit d'efficience. Selon ça, je comprends dans l'ouvrage là. Oui, tout à fait, parce que éléments ou acteurs qui intervenus dans la sécurité, dans l'insécurité criminelle, il y a plus développé une doctrine qui baille à la répression un premier rôle là. Alors que dans la logique voudrait que en matière de lutte contre l'insécurité, la primauté doit être accordée à la prévention. Et si vous voulez assurer une bonne prévention, c'est à travers les services de renseignement. Il faut qu'on ait un bon service de renseignement déployé sur le terrain à travers les agents territoriaux, à travers des informateurs institutionnels ou des informateurs et de proximité, des informateurs locaux, d'accord? Mais il faut accepter également dépenser pour ça. Moi, je suis sûr que l'État haïtien dépensait pour renseignement. Mais pour quel résultat? Là encore, on entre dans la gouvernance institutionnelle là. Comment nous sommes capables d'évaluer dépenses et modèles de dépenses que responsable ça au fait des fonds de renseignement? Parce que c'est là également un autre souci. Parc automobile et allocation carburant 33 millions de gouttes depuis 2015. M'a lis un ensemble de détails, leur mettez en perspective, vous voyez que il faut être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratégique. Et on rend hommage à Dr Yves Cadet, qui mourit dans le commencement de l'année 2021. Zami ou Maître Montferrier d'Orval, qui a assassiné 28 août. Et qui était cité dans le dernier ouvrage, il était publié avant que le mourir. Ouais. Et ancien camarade dans Inagé, responsable des CPJ, Michael Lézéus, qui a assassiné la Kaeli. Encore une fois, ces travaux-là sont importants, sont nécessaires, parce que moi-même, m'appelé ouvrage-là, me traverse lui avec le sentiment que il faut assumer ses responsabilités en tant qu'académique, en tant que monde qui fait des études, pour se dire les quatre vérités. Je ne pas dire pour leur dire les quatre vérités, non, je dis pour se dire les quatre vérités, parce que leur arriver ou à vivre des problèmes d'insécurité dans toute expression que nous avons évoqué là, et la gouvernance une défaillance, et une captation de l'État ou assaut permanent pour contrôler l'État, pour l'État pas qu'à jouer rôle ça, rôle une capacité de produits sécurité pour mon yo, on rend compte que nous arrivons à un point qui est presque de non-retour. Presque de non-retour. Maintenant, quel espoir, et c'est la question, ça m'a fini, quel espoir habite ou peut habiter le chercheur, l'académique, le citoyen, par rapport à ça et ce qui semble être une conscience vis-à-vis de ce danger qui semble carburer au diesel. Mon yo poko rend compte qu'il y a péril dans la demeure et ça n'a vivre là bagaille la pral pifon si statu quo a perduré. Qui stratégie pour essayer de renverser la tendance? Déjà m'expliquer que moi je suis un homme extrêmement malheureux. Et extrêmement malheureux et ceci même si me gagne des millions de dollars, des milliards de dollars en compte en banque, me tape toujours extrêmement malheureux. Malheureux, c'est triste. Et triste pour la situation du pays. Et c'est ça qui fait après que c'est peut-être une rare personnalité dans le pays qui gagne un jeep qui pas gagne vite teinté, qui pas gagne sirène là-dedans, alors que nous avons une capacité de faire tout le monde, mettez sirène, mettez vite teinté et mettez teinte dans vite moins, etc. Et puis m'a pas agit tant une autre personnalité tant qu'un chef. Moi, je n'ai qui intérêt pour agir tant qu'un chef, l'on situation pareille, côté toute la rue écrasée, et poubelle à droite, à gauche, et pour une moitié de la population qui mourir de faim. Mais pour ça que m'engager, c'est pour me répondre à un série de monde qui doit dire que, mais pour ça m'entrer dans toute sauce ça yo. M'entrer dans toute sauce ça yo, parce que m'en découvrir que m'obliger, m'ont responsabilité de parler, de dire et d'agir. Pourquoi? Parce que, il y a quelques années, pas trop longtemps, parce que même si je commence avec un cheveu blanc,
un gros grand monde pour autant. Les premiers à voyager, ça me qu'on rencontre le plus souvent depuis l'avion, depuis l'aéroport, la Cairo, où je trouve une série de groupes haïtiens qui parlent de problèmes pays et que qui est responsable, ce sont les autorités. L'avion, vous fait tout trajet à côté, tout le monde a échangé, tout haïtien a échangé sur le problème pays, mais il a ciblé les autorités qui sont responsables. Moi-même, j'étais toujours à l'aise dans le voyage, parce que je savais que ces gens ne parlaient pas de moi, parce que j'étais trop jeune. Je suis pas responsable. Mais après certains nombre d'années, je viens comprendre que, eh bien, pour niveau de responsabilité, moi, eh bien, ces gens-là également parlent de moi. Je ne saurais ne pas être responsable, pas être complice, même par mon silence, de l'état actuel du pays. Donc voilà pourquoi que je me suis engagé au niveau académique à produire sur des questions aussi délicates. Faut des outils, faut des clés pour nous comprendre et peut-être espérer le sursaut pour libérer l'État de son statut, de sa situation de captation, de ses forces occultes, de ses forces mafieuses, pour mettre l'État en capacité de produire la sécurité que nous avons tous besoin pour nous épanouir, pour nous vivre et pour créer richesse. Parce que ça, nous vivons là, ce sont des parasites qui, pour défendre l'intérêt, ont crasé une organisation, qui a crasé le fonctionnement de la société, qui, quelque part, mettait dans sa nier là. Professeur Boyard, merci pour ce travail. Encore une fois, je ne le fais pas souvent, mais je recommande des deux mains, des deux pieds, cet ouvrage, achetez-le, lire, faire débat, moi-même, survoler, et il y a beaucoup de choses à apprendre pour que l'on a parlé, nous maîtriser le concept au mieux, nous comprendre l'implication au mieux, nous comprendre la perspective, et nous gagnons, j'aime dire là, plus clé. Professeur, merci. C'est moi pour remercier Alphonse. Merci. Le plaisir est pour nous. Nous mettons bout là, dans l'édition ça, nous avons rendez-vous. Non l'autre, Kembela, pas la gueule.